quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Cavaliers 2024? Alors j'hésite un peu parce que j'ai un joueur sur lequel j'ai 2 stats et je trouve que comme on est quand même un peu négatif, j'ai une stat positive, une stat négative. Vas-y, dis les deux. Donc officiellement je vais dire que c'est la stat positive, mais je dirais la négative quand même. Donc c'est le nombre de points par tir de Evan Mobley qui est de 1.25 en très large hausse par rapport à l'an dernier, plus 7,3, ce qui est très positif, ça veut dire qu'il est plus efficace. Je dis en même temps la négative, comme ça, voilà, je suis neutre. Et en même temps, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il est, pour une stat, alors j'ai toujours du mal à expliquer et que tu expliques toujours beaucoup mieux que moi, qui est le pourcentage de lancers francs obtenus à chaque tir. Ouais, le shooting foul percentage, donc les fautes obtenues pendant une tentative de tir. Voilà, c'est ça. Il est à 13,3, ce qui est pas terrible, qui est enfin dans la moyenne. Surtout, c'est en baisse. Ouais. Et voilà, il n'a jamais réussi à améliorer. Il est dans sa 3e saison. Oui, c'est la fin de sa 3e saison. Et il n'y a pas d'amélioration de ce point de vue-là. Donc, un tableau, disons, contrasté, avec une plus grande efficacité offensive, de manière assez nette, notamment dû au fait qu'il va beaucoup plus au cercle. Ça, c'est assez positif. Qui est, à mon avis, un chouïa... qu'il faut nuancer un tout petit peu, parce qu'il y a une belle adresse à 3 points, 38%, mais qui est sur 1-3 points par match. Donc en gros, ça vaut pas grand-chose, ce pourcentage. Et d'ailleurs, on voit bien que ensuite en play-off, il est laissé complètement ouvert et ça marche pas très bien. Donc, côté malgré tout positif de cette plus grande agressivité, d'une plus grande aisance offensive, et en même temps, même s'il va plus au cercle, une difficulté à récupérer des points gratuits, entre guillemets, qui est quand même l'apanage des stars offensives, cette capacité à avoir beaucoup de lancers. Et j'avais repéré cette stat parce que c'est malgré tout, on l'a dit un peu, un des problèmes structurels de cette équipe de ne pas arriver à avoir de lancers francs. Ce qui pèse vraiment sur une attaque, a fortiori quand t'as pas une adresse à 3 points élite. Ils n'ont pas une mauvaise adresse à 3 points, mais c'est pas une équipe élite du point de vue des 3 points. Donc il y a un peu que Mitchell qui, de ce point de vue-là, peut le faire. Et pour que Mobley passe un cap, c'est difficile d'imaginer qu'il puisse le faire sans augmenter un peu sa dose de lancer. Et surtout qu'on sait que... Et là, je pense, en termes de moments les plus compliqués, c'est-à-dire les playoffs, on sait que c'est compliqué déjà pour des intérieurs de se créer leur tir en playoff. On le voit avec plein d'exemples chaque année, sauf certains monstres comme Jokic. Extraterrestres, Voilà. On voit que pour Embiid, même, pour Towns, pour Randle, pour d'autres, c'est plus compliqué en playoff. Alors si en plus, structurellement dans ton jeu, t'as un problème pour obtenir des lancers francs, ça crée un profil de joueur qui est quand même de fait limité en attaque, et quand t'as Jarrett Allen à côté qui est aussi limité dans un autre genre, on en revient à cette question-là. Mais bon, là je déplie le négatif alors qu'il faudrait parler du positif, qui est quand même que on voit une plus grande aisance offensive d'Evan Mobley. C'est pas amené à son terme, mais c'est mieux. Après, en fait, pour moi, il y a 2 aspects. Je pense qu'il y a l'aspect un peu saison régulière. Pour moi, on a vu quelques limites. Notamment, c'est pas qu'on a vu des limites, mais en tout cas, le scoring ne se développe pas encore totalement. Et comme on est dans la 3e année, peut-être certains s'impatientent. Je pense qu'on a vu aussi plus qu'avant, où en tout cas les gens se sont un peu plus rendus compte de certaines limites au passing. Peut-être on en développera. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a dans un deuxième temps, et là, les fans des Cavs qui nous écoutent, je pense, seront d'accord, mais en playoff, on a vu un peu plus un très bon Evan Mobley, notamment dans tout ce qui est création offensive, justement. Donc c'est là où notamment la série contre Boston était hyper intéressante là-dessus, sans Jarrett Allen, et on a vu beaucoup plus un Mobley qui concrètement, et pas seulement dans la théorie de il est grand et pourtant il est agile et donc il peut dribbler, etc., mais un peu plus concrètement que d'habitude, mettait en pratique ça et faisait des drives depuis le périmètre, un peu de post-up, et voilà, en effet il a plein d'atouts. C'est vrai que c'est juste que ça restait un peu un aspect théorique depuis le début. Et quand t'as 19 ans, que tu te fais drafter numéro 2 ou 3, je sais plus combien, et bref, à ce stade-là, quand on dit il y a un potentiel et pour l'instant c'est théorique, c'est pas grave. Après, c'est vrai que on dit encore ça quand t'es à l'année, peut-être pas encore 3, mais si on dit ça encore à l'année numéro 6 ou 7,
bon, bah, c'est que c'est un problème, quoi. Si on, si on dit que c'est que théorique. Donc là, c'est, effectivement, il y a un peu ça, et je me demande à quel point est-ce qu'il n'a pas été un peu, je dirais pas survendu, mais je pense que c'est plutôt un talent transcendant en défense, en fait, Mobley, en tout cas à ce stade de sa carrière. Et en effet, il y a des flashs offensifs, il y a du potentiel, mais jusqu'ici, il n'a pas encore complètement, tu as parlé du shoot notamment, ou même du drive, du post-up, il n'a pas encore totalement mis ça ensemble et concrètement développé ce jeu-là, quoi. Il y a le potentiel, mais c'est pas encore concret. Et même si on l'a vu, comme dit, hein, par flash contre Boston. Oui, je sais pas si survendu c'est le mot, mais je pense qu'il y a un peu de ça au sens où la comparaison qui est venue tout de suite sur le papier, c'est Chris Bosh, voire Tim Duncan. Évidemment, quand tu pars avec ce genre de comparaison, bon bah tu peux que décevoir. Surtout Ouais. Tim Duncan. On parle d'un des 10 ou 15 meilleurs joueurs de l'histoire. Donc faut raison garder, et c'est le problème du poids des attentes, quoi. Bah, c'est plus une licorne défensive pour moi qu'une licorne tout court, en fait. Ouais. Tu vois, c'est plutôt en défense qu'il est assez fabuleux, et pas tant que ça le côté, bah, la licorne générale, entre guillemets, de il peut défendre, mais en plus il peut shooter à 3 points, il peut. Concrètement, c'est pas totalement le cas, même si, comme dit, fin de saison, peut-être on a vu que ça se développait de plus en plus. En plus, je crois qu'il est très jeune, hein, il a quoi? Il a 23 ans, même pas, un truc comme ça, donc Ouais, 23, tout juste 23. voilà, à peine 23. Et c'est vrai que sur le côté lancer franc, c'est marrant parce que tu dis combien? 13% de shooting foul percentage. Ouais. Ce qui, en effet, bon, pour des extérieurs, ce serait très bon. Mais pour un intérieur, c'est vrai que c'est beaucoup moins bon en termes de standard intérieur. Après, tu vois, je peux te citer un autre mec qui a jamais été très bon au niveau shooting foul percentage. Il joue à Denver. Il s'appelle Nikola Jokic. Mais non, mais je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la capacité à provoquer des fautes. Je pense qu'il y a aussi un truc assez inhérent aux joueurs. Ça peut progresser, évidemment. Ça peut, mais c'est quand même pas probable, en tout cas pas de manière conséquente des progrès, ça c'est pas probable. On peut le voir parfois, mais pas tout le temps. Et bah, pourquoi Jokic pourtant arrive à être si bon? C'est parce que bon, bah, il attaque pas le contact, mais aussi parce qu'il a un style de jeu qui ne va pas forcément j'attaque le contact pour être sûr d'avoir la faute et pour rentrer dans le lard, et puis voilà. Jokic, il y a un côté où bah, il va jouer en finesse, mais parce qu'il peut, en fait, parce qu'il a le toucher de balle, parce qu'il peut shooter par-dessus, il va trouver le bon angle, donc il va pas forcément attaquer le contact, mais il va plutôt passer autour, trouver l'angle et shooter et scorer par-dessus avec son toucher. C'est vrai que Mobley, bah, il a pas l'agressivité encore, hein, avec dans son jeu et même physiquement, donc il a pas cette agressivité. Mais c'est vrai qu'il a pas non plus le côté toucher de balle fabuleux non plus, quoi. Il a pas les skills, il a pas les moves, évidemment. Ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais pour te rejoindre, il y a un peu ce côté où, bah, pour l'instant, c'est vrai que comme il a ni les skills, ni le toucher fabuleux, ni de l'autre côté, donc cet aspect de point facile de lancer franc, c'est vrai que ça manque un peu. Et tout ce que tu dis, c'est que bah, si tant que t'as pas peut-être un côté répertoire hyper léché ou un toucher de balle à la Jokic, peut-être que juste en étant plus agressif, ça peut être aussi un moyen de débloquer certaines actions, plus que d'essayer de scorer par-dessus où t'as pas forcément ce doigté-là, en fait. Oui, et puis ça s'ajoute à ça le fait que la menace de son tir extérieur n'est pas une menace justement pour les autres équipes, donc il est bien un peu obligé de tenter des choses plus près du cercle et tout ça. Bon, pour quand même donner un côté un peu positif, quand on regarde le graphique, il y a des graphiques sur Clinique de l'As du shooting fall de percentage sur la saison, ça monte. Ça monte notamment sur la fin de saison où là, à partir de fin mars, il y a vraiment un saut qualitatif qui est assez spectaculaire, mais sur un tout petit échantillon, quoi. Bon, mais ensuite, ça reste un très bon joueur, hein. Mais Non, mais effectivement, je pense que ne serait-ce que par la défense, on a affaire comme quoi top 30, top 40 NBA très facilement, quoi. Ne serait-ce que sur la défense, quoi. D'ailleurs, stat sur la défense, il est quasiment à moins 10 de perte d'efficacité infligée au panier. Moins 10. Donc autant dire que c'est parmi les gros volumes qui défendent des tirs au panier, infliger les adversaires shootent 10% moins bons face à lui que d'habitude, c'est parmi les tout meilleurs de NBA, hein, pour le coup. Donc la défense, on a ça, le panier, en plus défense polyvalente, on a plein d'éléments, donc la défense, il n'y a pas de problème. Après, moi, la stat que j'avais sur lui, c'était le 74, c'était le pourcentage de panier assisté de Mobley, qui finalement, tu vois, par rapport à l'an dernier, bah, c'est le même, encore une fois. Donc c'est un peu là-dessus, moi, que j'ai déception, je sais pas, mais en tout cas, déception par manque d'évolution, peut-être, ça évolue pas encore totalement, hormis, comme dit, la série face à Boston, où on a vu que, finalement, est-ce qu'on pourrait pas débloquer des choses? Mais globalement, sur l'ensemble de l'année, on a quelqu'un qui est autant assisté, entre guillemets, qu'avant. Donc, c'est-à-dire que les 3/4 de son répertoire, 75%, étaient créés par autrui, où il y avait une assise dessus, contrairement aux 25 restants, à peine 25, où il se crée par lui-même son tir. Et c'est vrai que
pour moi, c'est une question pour le futur. C'est quid de son développement. Et si on se projette dans 5 ans, Rafa, où est-ce qu'il va atterrir, quoi? Est-ce qu'on va être juste un défenseur un peu créateur et il aura un peu développé ça? Est-ce qu'on va être beaucoup plus loin? Est-ce qu'on va être sur un go-to guy même? Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pour moi, c'est intéressant de se projeter. Et en tout cas, beaucoup de... Comment dire? Le projet Cleveland va peut-être aussi dépendre de à quel point est-ce que lui peut atterrir loin sur cette échelle de la création offensive, finalement. Oui, et autre question aussi, à quel poste? Est-ce qu'il peut jouer pivot full-time? Ouais. Tu sais, c'est un peu la même question que pour Jaren Jackson Jr., par exemple. On se dit toujours, ça sera génial quand il pourra jouer pivot tout le temps. Alors, Jaren Jackson, il y a un autre problème, c'est qu'il fait tout le temps des fautes. Et du coup, ils sont obligés de mettre toujours un autre intérieur à côté de lui. Mobley, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est ce genre de profil qui est un peu une sorte de 4,5, quoi, entre poste 4 et poste 5. S'il était vraiment toujours... s'il pouvait tenir le poste 5 de manière impeccable, ça changerait tout, parce que dans ce cas-là, tu peux faire une équipe qui est plus mobile, ajouter du shoot et tout ça. Mais c'est une vraie question. Mais c'est une des trajectoires aussi qui sera les plus intéressantes à suivre pour les 4-5 ans à venir dans la ligue, parce que s'il reste ce qu'il est, c'est un très bon joueur, mais on en revient aux questions de plancher et de plafond. Le plafond des Cavs, c'est un peu lui, en un sens. Parce que Mitchell, on sait qui il est, c'est bon, et je pense pas qu'il... il a le niveau qu'il a, c'est un All-Star, mais bon, à 27 ou 28 ans, c'est pas sûr qu'il ait encore un pas à franchir. Jarrett Allen, pareil, j'aurais tendance à dire. Garland, il peut revenir à ce qu'il était, mais est-ce qu'il peut être un joueur first team ou second team à l'NBA? Je suis pas certain, ne serait-ce que pour les limitations défensives. Mobley, c'est lui la clé, finalement. C'est lui le plafond. Oui, en effet. Sauf si Kevin Durant veut encore changer d'équipe, potentiellement, tu peux... Oui. Non, mais blague à part, alors, un des trucs aussi sur Mobley qui m'intéresse, c'est que pour moi, effectivement, la théorie est pas mal, parce qu'il y a ce profil de très grand qui est déjà élite en défense, on répète, mais qui est déjà élite en défense et qui est très grand, mais qui est très agile. Donc, il y a de quoi faire, parce que ça peut être un vrai intérieur de périmètre, finalement. Là où je trouve qu'il y a des limites, pour moi, c'est le passing. Le passing où il y a un peu ce stéréotype de il est grand, il s'est passé, donc c'est un bon passeur en mouvement, le short roll, etc. Alors que, en fait, pas tant que ça. Je trouve que c'est un bon passeur, mais tu vois, sur tout ce qui est dribble and off, passing un peu statique dans des systèmes en 5-out, où il est un peu statique et pas trop en mouvement. Par contre, on a vu quelques limites dans la prise de décision en mouvement, justement, où on a vu qu'il n'a pas trop ce process, la rapidité du process ou la qualité du process en mouvement, elle est pas top. Et notamment, je crois que j'en ai déjà parlé cette saison, mais allez voir un match de début de saison contre les Sixers, je crois, où il y a besoin de ce passing en short roll, donc c'est-à-dire après l'écran, je reçois la balle dans l'entrejeu et je dois faire la bonne décision, la bonne passe. Au final, Mobley est le pire des deux, en fait. Et Cleveland finit par utiliser, parce qu'ils veulent cibler Embiid, donc pick and roll, et ils finissent par utiliser Jarrett Allen en passeur, qui est lui, pour le coup, est un bien meilleur passeur, on en parlera peut-être, mais sur ce côté passing en mouvement, paradoxalement. Et bref, donc pour moi, le passing, il y a peut-être une petite limite, où en tout cas, c'est pas un passeur aussi bon que certains espèrent ou projettent. Et pour le reste du scoring, par contre, c'est vrai que le dribble, en fait, pour moi, peut tout déverrouiller. Pour l'instant, il dribble assez haut et clairement, s'il arrivait un peu à resserrer un peu ce dribble, ça peut débloquer tout ce qui est drive depuis plus loin, etc. Mais pour l'instant, comme ça rebondit un peu trop haut le ballon, il n'y a pas cette maîtrise encore, mais c'est normal. Peut-être la puissance aussi, à quel point est-ce qu'il n'y a pas un travail athlétique à faire pour que si tu fais des drives, notamment face à des pivots, il faut peut-être que tu aies une base un peu plus solide pour résister au contact pendant le drive, notamment. Et puis après, il y a la question du jump shot, comme tu dis. Le jump shot, il y a l'air d'avoir un truc. Il y a eu l'air d'avoir un truc depuis le début et ça met du temps à se concrétiser. Et je peux vous renvoyer d'ailleurs vers un élément que j'avais vu, un mec qui s'appelle Mike Zavagno, Z-A-V-A-G-N-O, peut-être tu connais, un mec qui est assez calé sur les Cavs depuis pas mal d'années d'ailleurs, mais qui a retweeté justement, qui a posté une vidéo de lui, de l'évolution du jump shot de Mobley, qui en fait on s'en est pas trop rendu compte si on fait pas attention, mais depuis quelques années, la mécanique a un peu changé et notamment elle est beaucoup plus lente qu'avant. Et beaucoup moins fluide qu'avant, donc allez voir, il tweet pas beaucoup, donc je pense que la vidéo est encore disponible sur son fil Twitter en remontant pas trop longtemps, je veux dire, mais effectivement on a cette évolution aussi de la mécanique, alors que c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, qu'à l'époque on disait potentiel 5-out ou potentiel pivot qui peut shooter, parce qu'avant effectivement la mécanique était fluide, alors que là depuis 2-3 ans c'est quand même plus lent, avec une prise d'appui beaucoup plus écartée, et bref c'est pas aussi bon qu'avant. Les raisons on sait pas trop, mais en tout cas la conclusion c'est que, en tout cas le résultat plutôt,
c'est que le shoot est pas encore top. Et que la question, ça peut aussi tout déterminer. Est-ce qu'il a un catch and shoot potable à 3 points ou pas, en fait? Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le passing. Et ça m'avait frappé sur certains matchs, pardon, le fait que ils étaient plus efficaces en utilisant Jarrett Allen qui était fixe et Evan Mobley qui jouait off-ball presque en tournant autour des écrans pour venir finir au cercle. Mais c'est un style de jeu qui est très chouette à voir, mais qui, je pense, est difficile à tenir sur tout un match parce que ça nécessite énormément de mouvements de tout le monde autour de Jarrett Allen. Et tu peux pas jouer à chaque fois comme ça. Et puis bon, les défenses s'adaptent aussi au bout d'un moment. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et bon, à voir. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sont positives dans son évolution. Ouais, à voir aussi si, du point de vue de la responsabilisation offensive, le fait d'avoir 2 porteurs de balles qui ont quand même un usage assez important, le restreint pas un peu, mais bon, on en revient toujours à la construction de cet effectif du point de vue global, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.